Et il faut dire que ces questions de migration, je dis, il y a un regain d'intérêt, mais nous ont intéressés tardivement, relativement tardivement. Et la documentation en a souffert, et par voie de conséquence également, le discours politique a beaucoup souffert de cela. Aujourd'hui, en Afrique, on a un peu l'impression qu'il y a un intérêt accru pour ces questions de mobilité. On prend en compte les enjeux et les défis à relever et je pense que les prochaines années nous édifierons un peu sur ce que la capacité de l'Afrique à aller au-delà de la situation actuelle. Il y a une approche continentale, il y a une approche sous-régionale qu'il faut, la CEDEAO, mais au sortir de la CEDEAO, parce qu'en fait, quand vous êtes migrant de la CEDEAO à l'intérieur de la CEDEAO, vous n'avez pas de problème. Mais quand vous sortez de la CEDEAO, vous n'avez aucun droit, on ne vous reconnaît aucun droit quand vous êtes au Cameroun, quand vous êtes ailleurs. Et ça pose des problèmes. Il faut, et c'est ça que je dis, il faut réafricaniser les réponses. Il faut réafricaniser la question des migrations. Les aborder dans une perspective africaine et ne pas être sous le feu ou la dictée de l'Europe qui impose ces solutions par rapport à ces préoccupations qui sont non avouées. C'est-à-dire, oui, nous n'acceptons pas, c'est des migrants économiques, etc. Or, pas besoin de faire un dessin ou un rappel, les populations de la vallée du Sénégal, Mauritanie, Mali, Sénégal, Bakel, ont largement contribué à l'essor de l'économie française, par exemple, l'automobile. Ça, c'est quand même des choses. Quand vous allez dans le nord de la France, à Lille, Roubaix, Tourcoing, quand vous allez à Paris, vous avez les communautés africaines qui sont là, ou les communautés algériennes, maghrébines qui sont là, qui font partie de la ville, qui apportent quelque chose à la ville, bon, mais qui aujourd'hui sont frappés par la crise. Au sein de la CEDEAO, c'est vrai que la question de la migration a repris du poil de la bête, j'allais dire, à partir des années 93. Et je me souviens d'avoir rappelé que la révision du traité, du protocole sur la libre circulation, je ne sais plus comment on l'appelle, le protocole AP, je ne sais pas, de 1975, c'était une manière de constater que les pays n'avaient pas fait grand-chose. Il n'y avait pas d'avancée dans la libre circulation des hommes, à telle enseigne que la CEDEAO s'est voulue un peu plus ambitieuse sur la question des mobilités. Il n'en reste pas moins vrai que la mobilité, la fin des frontières, comme je l'appelle, la suppression des frontières, qui doit être l'objectif final de la CEDEAO, supprimer les barrières douanières, la circulation, etc., a encore du mal à prendre forme. Pour une raison très simple, parce qu'il y a encore, j'allais dire, le rejet de l'autre, les égoïsmes nationaux, qui font que, bon, je ne parle même pas un peu des termes, des modes de désignation de l'étranger, on va dire le ñap, on va dire un peu le gorgui, etc. Mais il n'y a pas pour l'instant une éducation à la paix. Parce qu'il faut comprendre, qu'on comprenne une chose, c'est que ces échanges de population, cette circulation migratoire, elle n'a d'autre objectif et d'autres ambitions que de résoudre les difficultés que les gens peuvent vivre dans leur localité d'origine. Vous êtes dans une zone qui, un peu compte tenu de la dégradation des pluies, etc., la baisse de la production, n'arrive plus à vous nourrir. Vous ne partez pas tous, mais ceux qui partent le font pour permettre aux autres de rester. Et ça, il faut qu'on le comprenne bien. C'est-à-dire que le migrant, il a derrière lui toute une famille, il laisse derrière lui tout un monde. Et en réalité, il fait cette production à distance pour son truc. Il est dans une stratégie familiale de recherche de solutions et de réponses. Et c'est à ce titre qu'il mérite d'être accompagné. Vous voyez que le migrant qui s'installe à Dakar s'échappe un moment pour pouvoir s'éloigner des obligations sociales trop pesantes, pour pouvoir économiser un peu et envoyer, retourner une partie de l'argent à sa famille et changer la vie de ses concitoyens. C'est cela la vocation principale, en tout cas des migrations ouest-africaines. Où que vous alliez, à Caille,
connaissez les associations de migrants maliens en France. Il y en a 740, je crois, au moins, qui sont d'un dynamisme, qui aujourd'hui accompagnent la décentralisation, s'inscrivent résolument dans la transformation de leur terroir. Allez voir de Podor à Dembankané dans la vallée du fleuve Sénégal, et même au-delà, de Dembankané à un peu Kidira, et même au-delà, Houri Imadou, tous ces villages. Ce que les migrants ont apporté à leur terroir, la participation au développement local, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je disais d'ailleurs, j'expliquais tout à l'heure, il n'y a pas longtemps, dans une recherche qu'on a menée pour l'Agence française de développement, combien au Sénégal, la décentralisation et l'acte 3, en l'occurrence, pouvaient permettre d'intégrer la variable migration dans la planification du développement local. Et qu'en réalité, c'est un élément qui mérite d'être pris en compte, mieux être pris en compte, pour en fructifier les plus-values, pour en fait faire en sorte que la migration participe davantage plus au développement. Même si, et c'est là une autre question, le développement ne freinera pas la migration. Les gens qui partent, ils partent aussi parce qu'ils ont envie de s'émanciper, ils ont envie de voir quelque chose de différent. Ce n'est pas la misère qui est à l'origine des migrations. Les gens qui partent, ils veulent voir quelque chose de différent. Je suis sûr que les jeunes de mon quartier, ils ont envie de voir les stades de Chelsea et autres. Ils ont envie d'aller dans ces universités américaines pour découvrir ce que c'est que l'université. Ça, c'est quand même des aspirations fortes. Et on parle d'aspirations migratoires parce que c'est un projet, parfois personnel, parfois familial. Et plutôt familial que personnel. Où on accompagne. Parce que partir en migration, c'est un investissement. Ce n'est pas gratuit de partir en migration. Ça a un coût économique. Tout le monde ne peut pas le réaliser. Vous imaginez la famille qui récolte au bout d'un an sa production, qui la vend et qui investit sur un migrant qui n'arrive pas à franchir la Libye et qui est renvoyé au Sénégal. C'est une perte sèche pour ces économies-là. Donc, je pense qu'il y a lieu aujourd'hui de comprendre que ces questions de migration, ce sont des questions qu'il faut manipuler avec prudence. C'est des questions qu'il faut aujourd'hui recadrer, replacer dans leur contexte, mais dans le contexte surtout de la solidarité internationale. On explique de plus en plus que l'aide publique au développement est inférieure à l'apport des migrants dans leur communauté. Qui pourrait se passer de cela? Maintenant, il y a des dispositions d'accompagnement qui manquent. Il faut qu'il y ait des interfaces, qu'il y ait des structures dédiées aux migrants, qui ne soient pas clientélistes. Le Haut Conseil des supérieurs, le Haut Conseil des Sénégalais de l'extérieur, ou un Conseil des Béninois. Ça a pour vocation d'être l'interface entre l'autorité, la puissance publique et les migrants, qui ont envie de participer au développement, mais qui ont envie d'y participer dans un cadre non clientéliste. Et tant que la politique prendra le dessus sur la mise en place de ces structures, on aura beaucoup de problèmes. Parce qu'en fait, les dispositifs d'accueil et d'insertion des migrants de retour ne répondent pas aux besoins. Et il s'y ajoute aussi une question importante, c'est que on oublie, chaque fois qu'on parle de migration, on pense à ces nationaux. Quand le gouvernement du Sénégal parle des migrants, il parle des migrants internationaux. Il oublie les étrangers qui vivent sur notre territoire. C'est dans les deux sens. Eh bien, évidemment, c'est ici et là-bas, ce que nous appelons le double espace. Comment j'appelle le double espace? C'est cette capacité à gérer les choses sur ici et là-bas. C'est qu'en même temps qu'on va demander à ce que nos migrants à l'étranger bénéficient des droits qui leur sont dédiés, qui leur sont dus, il faudrait faire la même chose pour les étrangers qui sont ici. Il faut dépasser le cadre simplement policier de la gestion de ces groupes. Ils existent ici. Combien il y a de Sénégalais, de Camerounais au Sénégal, combien il y a de Béninois au Sénégal, combien il y a de Guinéens au Sénégal. Et ça pose beaucoup de problèmes. Oui, évidemment. Oui, ça c'est des questions qui sont des questions étroitement liées à la gestion
la bonne gouvernance au lieu aujourd'hui des mobilités et des migrations. Et sur ce plan, la CEDEAO a encore beaucoup à faire.